Bienvenue au pilier émotionnel de notre formation, les 4 piliers de la vitalité. Et dans ce pilier, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous partager un petit peu ces dimensions émotionnelles qui vont influencer notre capital de vitalité et énergétique. Et ce que je voulais partager avec vous, en fait, c'est une notion, une pratique que je vois dans beaucoup de nos patients ont besoin. Et ça a à voir, en fait, avec les relations que l'on a avec différentes personnes, notamment au niveau émotionnel, et la manière dont elles influencent, en fait, notre énergie et notre vitalité. Alors, si vous vous souvenez, dans l'introduction, je vous ai présenté 4 niveaux énergétiques. Si vous vous souvenez plus, vous pouvez aller revoir cette introduction. Mais on a dit qu'il y a des gens qui sont en état d'énergie pauvre. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais essentiellement, ces gens-là, ils sont en survie complète et tout ce qu'ils font, c'est extraire de l'énergie de l'environnement. Ils ne sont plus capables de donner. Ensuite, il y a les gens qui sont en énergie neutre, qui, eux, s'en sortent juste, qui ont juste une vie un petit peu confortable, comme ça, juste OK, si vous voulez, qui vont extraire de leur environnement, qui vont aussi donner un petit peu. Et puis ensuite, on a les personnes qui sont énergie riches, elles qui vont pouvoir contribuer énergétiquement à leur environnement. Et ensuite, on a parlé de ces rares individus qui rayonnent tellement, qui sont en énergie super riche, qui ont cette particularité de, lorsque vous êtes en leur présence, de faire passer une personne d'un statut au niveau suivant. Donc, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de ces relations que l'on a avec ces gens-là, parce que si vous vous trouvez en présence d'une personne qui est dans un état d'énergie pauvre, eh bien, elle va extraire de l'énergie de son environnement. Donc, ça veut dire qu'elle va finalement vous vampiriser de l'énergie, qu'elle va vous prendre de l'énergie. Et ces personnes-là, elles peuvent devenir facilement toxiques. Alors, l'idée ici, bien évidemment, ce n'est pas de se débarrasser de tout le monde dans votre entourage, mais c'est de commencer de prendre conscience de ces interactions que vous avez avec cette personne-là et comment est-ce qu'elles vous influencent énergétiquement, parce que la base de ce travail au niveau énergétique, c'est déjà de se respecter soi-même et de ne pas laisser les personnes finalement profiter de nous, que ce soit énergétiquement ou émotionnellement parlant, et de savoir mettre, si vous voulez, ses propres limites. Donc, l'idée ici, on va partir du principe que vous ne faites pas partie de ces gens qui sont super riches, qui peuvent être dans n'importe quel environnement et finalement soulever toutes les personnes qui sont autour d'elles, mais que vous êtes, comme la moyenne des gens, finalement à devoir gérer votre capital énergie, et puis qu'on va devoir mettre en place des stratégies bien particulières pour se protéger de ces personnes qui sont en état énergie pauvre, qui ont tendance à consommer l'énergie de leur environnement. Alors ces personnes-là, ce n'est pas pour les juger, très souvent elles ne le font pas de manière consciente, mais c'est important pour nous de commencer de prendre conscience de ce qui se passe, afin qu'on ne soit pas constamment vampirisé par ces personnes qui peuvent être potentiellement toxiques. Donc la première des choses que l'on va faire, c'est d'identifier ces personnes, et pour cela, on va utiliser un principe qui est assez connu en développement personnel, qui est la notion que l'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. En fait, on va être influencé par notre environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique. Et prenons un exemple tout simple. Imaginez que vous rejoignez un nouveau travail et qu'il y a une équipe de collègues et qu'à la fin de chaque journée de travail, ces collègues ont pris l'habitude d'aller boire un verre ensemble, et lorsqu'ils boivent un verre, voilà, ils mangent un peu de chips, des flûtes ou des choses comme ça. Et si vous voulez vous intégrer, vous allez aller avec eux et vous allez être influencé par leur comportement. Et vous allez voir très rapidement qu'au bout de quelques semaines, de quelques mois, peut-être que vous aurez pris quelques kilos en plus parce que vous consommez de l'alcool que vous n'aviez pas l'habitude de faire, et d'autres choses, un petit peu de malbouffe comme ça. Si au contraire, votre nouvelle équipe dans laquelle vous voulez vous intégrer va faire un jogging ou une marche ensemble à la fin de chaque jour de travail, vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez développer une meilleure forme. Donc nous sommes, que nous le voulions ou pas, influencés par notre environnement, et on va utiliser donc ce concept qui est assez connu, comme je l'ai dit, dans le développement personnel. Moi, je l'ai entendu la première fois d'un motivateur américain qui s'appelait Jim Rohn, qui est cette notion que nous sommes influencés par les 5 personnes que nous côtoyons le plus. Alors, juste un détail, lorsqu'on dit côtoyer, ça veut dire être influencé en fait par cette personne. Cette personne, elle peut être vraiment avoir une présence physique dans notre vie, mais cette personne, elle peut aussi avoir une présence non physique. Ça peut être quelqu'un qui est déjà décédé, ça peut être un auteur, un philosophe que vous lisez régulièrement, ou une personne dont vous visionnez des vidéos, ou vous écoutez des audios. Donc, cette personne-là peut aussi nous influencer, donc prenez ça en compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord créer un cercle ici, et ce cercle, ça sera vous. Donc, vous pouvez prendre une feuille
et puis mettre votre prénom à l'intérieur. Et ensuite, on va tirer 5 branches ici, comme ça, qui vont représenter les 5 personnes que vous côtoyez le plus. Alors, il faudra prendre un moment pour identifier ces personnes-là, et puis ensuite, vous allez mettre leur nom dans chacun de ces cercles. Moi, pour la simplicité de notre exercice, eh bien, je vais prendre des lettres A, B, C, D et E. Et donc, nous allons faire 2 parties dans cet exercice. Le premier, vous allez pouvoir faire immédiatement maintenant. Le deuxième, il va falloir se confronter à ces personnes-là, interagir avec ces personnes-là avant de pouvoir venir donner un feedback. Donc, le premier élément que l'on va faire, c'est de se poser la question, comment est-ce que cette personne m'influence-t-elle dans mes différentes catégories de vie? Alors, les catégories de vie, ça peut être au niveau physique, au niveau de votre santé, ça peut être au niveau mental, dans le développement de vos capacités, par exemple. Ça peut être au niveau spirituel, dans votre prise de conscience et votre transformation et votre croissance. Ça peut être aussi au niveau de votre famille, ça peut être aussi au niveau de votre travail, ça peut être aussi au niveau social, ça peut être aussi au niveau financier. Donc, gardez ces catégories en tête et on va se poser la question, voilà, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui me tire plutôt vers le haut, hein, qui me fait progresser, ou est-ce que c'est une personne qui me tire plutôt vers le bas? Est-ce que quand je rencontre ces personnes-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours au restaurant et puis qu'on va toujours trop manger, ou bien est-ce que c'est une personne finalement que je rencontre et à chaque fois qu'on se rencontre, c'est qu'on va faire une marche, qu'on va au fitness ensemble, ou on améliore notre physique ensemble. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille, par exemple? Est-ce que à chaque fois que cette personne-là vient, on a un super bon temps ensemble, et puis ça resserre les liens, ou à chaque fois qu'elle vient, ça crée des tensions après coup dans la famille? Est-ce qu'au niveau financier, c'est quelqu'un qui vous tire de l'avant, mais c'est quelqu'un qui est toujours ici en train de vous demander de lui prêter de l'argent? Okay? Donc, première notion ici, vous allez mettre de savoir si cette personne est là plutôt un effet positif pour vous, et puis, ou si c'est plutôt une personne qui est négative. Alors, de nouveau, on n'a pas besoin de le faire de manière générale. Soyez un petit peu plus granulaire, soyez un petit peu plus précis. Vous pourrez mettre, par exemple, que, ben voilà, au niveau de ma forme physique, c'est une personne qui est plutôt positive, parce qu'on va faire des marches ensemble. Par contre, en fait, à chaque fois qu'on va faire des marches, on doit prendre le bus pour venir, et puis elle a jamais d'argent, et c'est moi qui dois y payer le bus. Donc, au niveau financier, c'est pas nécessairement quelqu'un ici qui m'aide. Okay? Donc, je crois que vous avez compris le principe. Vous pourrez prendre un moment pour faire cet exercice pour chacune de ces personnes. Ensuite, le deuxième exercice que l'on va devoir faire, et là, ça va demander une prise de conscience importante, c'est que la prochaine fois que vous rencontrez cette personne physiquement, ou que vous lui parlez directement au téléphone ou par Skype, ou alors que ce soit lorsque vous écoutez un audio de cette personne, lorsque vous visionnez une vidéo de cette personne, ou lorsque vous lisez un livre de cette personne, eh bien, prenez un moment pour évaluer votre ressenti au niveau de votre corps et de votre énergie. Okay? Donc, avant même d'entrer dans l'interaction avec cette personne-là, fermez un moment les yeux et simplement ressentez votre corps. Ressentez comment vous êtes et évaluez votre niveau énergétique. Peut-être vous pouvez lui donner un chiffre sur une échelle 0, vous êtes complètement raplapla, 10, vous pétez la forme, et puis vous évaluez où vous en êtes. Vous dites, voilà, peut-être je suis à 8. Okay? Donc vous faites une note mentale, en fait, de la manière dont vous vous sentez. Et ensuite, vous allez interagir avec cette personne et rester très conscient pendant l'interaction de ce qui se passe. Donc lorsque vous lisez, par exemple, ou lorsque vous écoutez, ou visionnez une vidéo, ou lorsque vous parlez à cette personne-là, évaluez comment vous vous sentez. Est-ce que cette personne, au final, elle a tendance à faire que, ouais, j'étais à 8 d'énergie, et puis à la fin, là, waouh, je suis à 9, 10 maintenant, donc ça m'a énergétisé. Ou alors, est-ce que vous sentez qu'après coup, ouais, mais j'étais à 8 d'énergie, puis là, tout d'un coup, je suis à 4, et puis dans un temps normal, on ne saurait pas vraiment pourquoi. Ou alors, vous avez peut-être senti que vous êtes tendu physiquement. Alors, bien évidemment, si vous lisez un livre et que vous voulez rester 10 heures comme ça dans cette position, il va falloir différencier si c'est l'aspect physique ou l'aspect émotionnel, mais prenez conscience de la manière dont l'interaction avec cette personne influence votre énergie et votre vitalité, et vous allez pouvoir le noter. Et ce que vous allez voir, c'est que très souvent, eh bien, vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez avoir des interactions avec certaines personnes que vous aimez, très certainement, ou que vous appréciez énormément, mais que tout d'un coup, vous réalisez qu'à chaque fois que vous avez cette interaction avec cette personne-là, et comme je l'ai dit, on peut le faire plusieurs fois, il ne faut peut-être pas se baser juste sur une
interaction particulière, mais de voir s'il y a une tendance. Et si vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous interagissez avec cette personne, que vous lui parlez, que ce soit en physique ou peut-être même au téléphone, vous commencez à vous refermer, à être tendu, à avoir moins d'énergie, eh bien c'est que cette personne, elle est en train d'extraire de l'énergie, consciemment ou inconsciemment, de votre capital énergétique. Et à ce moment-là, il va falloir mettre en place une stratégie pour pouvoir commencer de s'assurer que cette personne ne nous vampirise pas, ne nous bouffe pas systématiquement. Alors, une fois qu'on aura identifié ces personnes-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser une autre méthodologie que j'appelle la méthodologie des 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va faire comme ça. On va prendre une colonne ici, comme ça, et puis on va diviser en 3 parties. Il y aura la partie qu'on va appeler 3 secondes, la partie qu'on va appeler 3 heures, et la partie qu'on va appeler 3 jours. Alors bien évidemment, on n'est pas dans l'exactitude ici, mais c'est la notion que combien de temps est-ce que l'on passe avec cette personne-là. Peut-être qu'une personne que vous côtoyez, parce que vous n'avez peut-être pas un énorme réseau social, eh bien tous les matins, vous sortez, vous voyez votre voisine et vous dites bonjour à votre voisine. Et cette voisine, eh bien, ça serait quelqu'un de 3 secondes. Peut-être que vous avez des personnes que vous voyez une fois par semaine, ou vous allez au restaurant avec un ami ou une amie. Et là, on pourrait dire que c'est une personne qui est une personne de 3 heures. Et puis peut-être que vous avez un collègue de travail qui partage votre bureau, qui est en face de vous au travail. Et cette personne-là, eh bien vous la voyez tous les jours, donc ça serait une personne de 3 jours. Donc en fait, ces 3 représentent différentes quantités, si vous voulez, temporelles que vous passez avec ces gens-là. Et ce qu'on va faire maintenant, ben, c'est que vous allez prendre ces personnes-là et vous allez les mettre dans ces catégories-là. Donc, vous avez peut-être la personne A, elle, je la vois une fois par semaine, donc elle est dans la catégorie des 3 heures. La personne B, elle est ici dans les 3 secondes, c'est quelqu'un que je croise juste régulièrement comme ça. Et puis la personne C, ici, je passe du travail avec, et puis la personne D, aussi j'interagis beaucoup avec elle. Et ensuite, ce qu'on va se demander, c'est de se dire finalement, est-ce que cette personne, en fonction de la manière dont elle m'influence dans la vie de tous les jours, est-ce que cette personne-là, finalement, elle est dans la bonne catégorie? Si vous avez quelqu'un que vous allez une fois par semaine avec, et à chaque fois que vous sortez de ce rendez-vous-là, vous êtes pompé, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que cette personne-là, il va falloir la changer de catégorie. C'est-à-dire que peut-être, ce A ici, au lieu de l'avoir 3 heures par semaine, on va la mettre dans la catégorie des 3 secondes. Et puis peut-être qu'à l'inverse, cette personne-là, chaque matin, quand vous la croisez, votre voisine, elle vous sourit et puis elle vous dit un petit mot, et que ça vous inspire pour la journée, bien peut-être que cette personne-là, ça vaut la peine d'explorer la notion de partager un petit peu plus de temps avec elle. Et peut-être que vous avez un collègue du travail avec vous qui vous entend très bien, à chaque fois que vous interagissez avec, vous êtes dans une très très bonne dynamique, eh bien, à ce moment-là, il peut rester dans cette catégorie-là, mais peut-être que vous avez un autre collègue ici, que vous interagissez, et que vous le faites pour être un petit peu socialement respectueux, mais que vous n'avez pas d'affinité, que vous sentez qu'à chaque fois que vous interagissez avec lui, ou avec elle, vous vous sentez pas très bien. Donc, il est temps de faire passer cette personne dans une autre catégorie. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est que je vous laisserai faire cet exercice, et puis ensuite, j'entends déjà les questions arriver. Okay? Certains d'entre vous vont me dire, voilà, sur ma place de travail, j'ai effectivement une personne qui est toxique, comment est-ce que je peux la passer à un autre niveau? Je la vois tous les jours, donc je ne peux pas être avec elle juste 3 heures. Alors, je comprends tout à fait la situation. Et puis là, il y a 2 choses à faire. La première, c'est de se dire, voilà, est-ce que vous êtes dans un environnement toxique et est-ce que ça vaut suffisamment la peine parce que vous aimez quand même votre travail, le reste de vos collègues, ça se passe très très bien. Et puis, quand même, il y a cette personne-là toxique qui vous bouffe vraiment. La première des questions, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester là? Okay? Parce que c'est de nouveau une question de respect. Alors, je comprends très bien que les circonstances font que ce n'est pas facile de trouver une autre place de travail, que ça sera peut-être pas mieux ailleurs, mais c'est une question fondamentale à se poser. Parce que nous, on a eu beaucoup de patients qui sont dans ces dynamiques-là où finalement, ça devient presque sacrificiel et ils y laissent leur santé. Et ça, c'est une question vraiment fondamentale à se poser.
Maintenant, imaginons que vous ne pouvez pas changer de position, donc je vais vous donner 3 stratégies pour faire face à ces personnes qui sont toxiques sur votre place de travail. La première des choses, c'est éviter ces personnes-là. Éviter ces personnes-là, c'est fondamental. Alors, la première des choses qu'on va éviter, c'est d'essayer de les éviter physiquement. Okay. Il y a des études qui montrent que si vous prenez une personne qui est un bon travailleur, qui est bien intégré, qui a de l'empathie et que vous mettez une personne toxique à moins de 10 mètres de lui, cette personne-là, le risque que cette bonne personne devienne elle aussi toxique pour ses collègues augmente de 112,5%. Ça veut dire que le risque double. Donc si vous avez une personne qui est dans cette catégorie des 3 jours, qu'elle devrait être dans une autre, regardez si vous pouvez vous éloigner physiquement. Si elle est près de vous, dans le bureau, regardez si vous pouvez demander de changer de place ou regardez s'il y a des salles de conférences qui ne sont pas utilisées, allez travailler là-bas, regardez si vous pouvez vous délocaliser littéralement, physiquement de cette personne-là, ça c'est très très important. Deuxième notion, c'est la notion de s'allier, c'est-à-dire que si vous regardez, mettons que vous êtes 5 au travail et qu'il y a une personne qui est vraiment toxique et qu'avec les autres ça se passe très bien et que vous voyez aussi que dans les conversations, que vos autres collègues trouvent que cette personne est également toxique, l'idée ici, c'est un petit peu de la notion métaphorique de prendre la grenade. Imaginez que vous êtes en groupe et qu'il y a une grenade qui tombe. Si personne ne fait rien, tout le groupe va mourir. Tandis que si une personne se sacrifie et saute sur la grenade, elle meurt, elle, mais elle protège les autres. Alors, métaphoriquement, ici, l'idée, c'est que ce ne soit pas toujours la même personne qui saute sur la grenade. Okay? Ça veut dire que dans l'interaction avec cette personne toxique, alliez-vous avec les autres et regardez si vous arrivez à trouver des dynamiques à faire que ce ne soit pas toujours la même personne qui doit interagir avec elle. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours la même personne qui saute sur la grenade, c'est on saute sur la grenade à tour de rôle, comme ça permet aussi aux autres de respirer. Et puis, troisième élément, dans la notion d'évitement, c'est ce qu'on appelle un signal d'alarme. C'est-à-dire que peut-être que cette personne toxique, notamment si c'est peut-être un supérieur, eh bien, cette personne a peut-être un assistant ou une assistante qui, elle, peut être vraiment une personne très sympathique. Et la notion que si vous êtes dans cette configuration-là, c'est de voir si vous arrivez à tisser un lien avec cette personne qui est l'assistante, qui connaît bien cette personne toxique, de voir si elle peut vous prévenir. C'est-à-dire que peut-être que vous devez aborder un sujet sensible, eh bien, c'est toujours mieux de savoir si la personne toxique est plus ou moins dans une bonne disposition aujourd'hui, ou bien si elle est arrivée ce matin complètement irritée. Donc, vous pouvez toujours avoir finalement cette personne qui vous renseigne, qui vous donne ce signal d'alarme de dire oh ouais, aujourd'hui, effectivement, elle est dans un bon jour, donc vous savez que c'est le moment d'aller y parler, ou alors ce matin, elle est arrivée, elle n'a même pas dit bonjour, elle m'a crié dessus, donc vous savez que c'est pas le moment d'aller avec ce sujet délicat. Okay? Donc ça, c'est la première des stratégies. Ensuite, la deuxième des stratégies qu'on va faire, c'est de changer notre perception, okay? Parce que tout est jeu de perception, et donc au lieu de toujours se focaliser sur l'aspect toxique de cette personne, eh bien on va essayer de prendre cette crise comme un challenge, okay? Et ça c'est quelque chose qui ressort des études qui ont été faites notamment chez les personnes qui se trouvent dans des situations extrêmes, à l'armée par exemple, ou des sauveteurs de guides en montagne, ou des choses comme ça. La notion c'est que voilà, nous sommes dans une situation difficile, mais on va changer la perception. Au lieu de se dire, voilà, c'est un problème, on va se dire, c'est un challenge à solutionner. De vraiment prendre ça de manière différente, et de se dire, voilà, au lieu de me laisser bouffer par cette personne-là, eh bien, je vais peut-être relever, ou tenter du moins de relever le challenge, de développer de la compassion pour, a priori, même une personne où on n'aurait pas envie de le faire. Mais peut-être de se dire, ben voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que son époux, son épouse est en phase terminale d'un cancer. Peut-être que son père était alcoolique et l'a battu et abusé. Vous voyez, entrer dans un jeu de dynamique de perception et essayer de développer de la compassion pour cette personne-là, plutôt que de toujours vous faire bouffer. Donc, quitte à y être exposé, essayez de le prendre comme une forme de jeu, si vous voulez, comme une manière de vous développer vous-même.
Deuxième aspect là-dedans, c'est de rester centré. Ça sort des études qui ont été faites chez les personnes qui sont dans des situations de crise et qui doivent négocier. C'est très, très important de rester centré. N'entrez jamais dans le jeu de cette personne-là. Si vous voyez qu'elle vous traite mal, ne répondez pas de la sorte. Okay? Si vous voyez qu'elle monte le ton, qu'elle monte les tours, faites l'opposé. Restez vraiment centré. Exagérez même votre calme. Exagérez même de diminuer le ton de votre voix, de ralentir la manière dont vous parlez. C'est très, très important. Ça permet de désamorcer les choses. Et puis, troisième élément, c'est l'effet miroir. Okay? On a toujours tendance à venir pointer du doigt sans se réaliser que quand on fait ça, on en a trois autres qui pointent à nous-mêmes. Et c'est l'opportunité, en fait, ici, de changer aussi cette perception et d'en apprendre sur soi-même. Lorsque quelqu'un a finalement un comportement, une manière d'être ou juste une vibration que l'on n'aime pas, c'est parce que ça active aussi certains boutons en nous que l'on n'aime peut-être pas. Donc en général, quand on a tendance à avoir un trait négatif chez une autre personne, c'est aussi un trait négatif que l'on a chez nous, que l'on n'a pas vraiment appris à intégrer, à accepter, à aimer. Tout comme d'ailleurs, lorsqu'on en admire quelque chose chez quelqu'un d'autre, c'est qu'on a en fait ce même trait en nous-mêmes, mais qu'on n'a pas encore accepté, pas encore intégré. Donc si cette personne-là, vous vous sentez agressé par cette personne-là, eh bien, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, elle active votre bouton. Et c'est aussi un moyen de se dire finalement, ben, tiens, je peux peut-être en apprendre sur moi. Et à ce moment-là, essayer d'identifier ce qu'on appelle, nous, l'effet miroir. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cette personne me fait réagir. Et si elle a un certain trait de caractère que vous n'aimez pas, de vous dire par exemple, ben voilà, c'est une personne sournoise parce qu'elle critique dans le dos, avant de juste pointer du doigt, posez-vous la question, et moi, où est-ce que j'ai fait la même chose? Okay. Et là, il y a des gens qui disent, oh, moi j'ai jamais fait ça. C'est toujours des jeux de perception, donc imaginez en certaines circonstances où peut-être vous n'aviez même pas l'intention, mais peut-être certaines personnes ont pu percevoir que vous étiez comme ça. Donc, si identifiez les traits que vous n'aimez pas chez cette personne-là et posez-vous la question, où est-ce que moi, j'ai aussi ce trait-là? Et ça va aussi permettre finalement de diminuer cette tension parce qu'on s'est mis sur un piédestal à toujours juger cette personne. Okay? Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Et puis, troisième stratégie, ben, c'est de se défendre. Okay? Si la personne est vraiment toxique sur votre place de travail, c'est de se défendre. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est votre niveau de pouvoir. Okay? C'est-à-dire que si vous êtes à hiérarchie égale avec cette personne-là, ça va être beaucoup plus facile de vous défendre que si vous êtes tout en bas de l'échelle hiérarchique et que la personne qui vous adresse est le grand boss, ça va être beaucoup plus difficile. Donc la première des choses, c'est avant de partir en défense, si vous voulez, de vraiment prendre une action contre cette personne-là, eh bien, jauger les chances de réussite par rapport à vos niveaux hiérarchiques. Et de nouveau, la notion, ce n'est pas ici parce que c'est le grand chef qui vous agresse que vous laissez tout faire, okay? Mais la notion, c'est de savoir, voilà, si vous êtes en bas de l'échelle et que c'est le grand boss qui vous agresse, eh bien, peut-être il vaut mieux partir de cet environnement-là que d'essayer de devoir se défendre à l'interne parce que vous savez que vous allez être broyé par le système. Donc, la notion de se respecter ne veut pas nécessairement dire qu'on va partir dans la défense. Parfois, la fuite est aussi une bonne solution. Okay? Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est documenter les faits. Okay? Si vous devez vous défendre auprès de la hiérarchie face à une personne toxique, n'allez pas là-bas avec de simples arguments. Ouais, elle a fait ci, elle a dit ça. Documentez les faits. Si elle vous a envoyé un email, gardez-le, imprimez-le. Si cette personne, elle vous a agressé devant d'autres personnes sans aucune raison, demandez aux autres personnes de vous écrire un petit texte et de le signer. Documentez les faits. Ça, c'est très, très important. Et puis ensuite, il y a la notion de solidarité. Ça, c'est aussi fondamental. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui est toxique et que les autres personnes de l'équipe sont d'accord avec vous que cette personne est effectivement toxique là, eh bien, mettez-vous ensemble. Il y a des études qui montrent que si un groupe de personnes se constitue, eh bien, il y a 60% de probabilité que la personne toxique, ce soit elle qui se fasse licencier. Si vous allez tout seul contre elle, selon les études, votre chance qu'elle soit licenciée, elle diminue quasiment de moitié à 27%. Et par contre, il y a des chances, 1 sur 5, que ce soit vous qui vous fassiez licencier. Donc, s'il y a la possibilité de regrouper les gens dans votre défense, important de le faire. Et puis, le dernier élément,
il faut que votre demande, en fait, elle soit vraiment justifiée. Okay? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas vraiment aller en défense pour essayer de casser l'autre personne. La notion, c'est vraiment de vous défendre vous-même pour des bonnes raisons, et c'est là que le fait d'avoir documenté les choses est très très important. Et puis très important aussi, c'est la motivation avec laquelle vous allez vous défendre. C'est-à-dire que si vous allez vous défendre auprès de votre hiérarchie et que vous ne parlez que de vous-même parce que cette personne toxique, elle vous affecte que vous, eh bien, ça va être moins pris au sérieux que si la motivation ultime de votre démarche, c'est le bien commun. C'est-à-dire de dire, oui, elle m'affecte aussi moi, mais ça veut dire que ça affecte ma productivité pour la compagnie, ça affecte la relation que j'ai avec mes collègues, ça affecte aussi mes collègues dans leur productivité. Et donc là, vous leur présentez votre cas, de dire, ce n'est pas juste un problème pour moi, c'est aussi un problème pour l'entreprise. Okay? Donc voilà les stratégies. Donc pour résumer, faites l'exercice ici d'identification des personnes. Identifiez si ce sont des personnes qui vous tirent plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas dans les différentes catégories de vie. Prenez un moment lors des prochaines interactions, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient au travers du téléphone ou lorsque vous lisez ou que vous écoutez, de voir comment vous vous sentez après cette interaction. Et puis ensuite, faites l'exercice de placer ces personnes en fonction de la quantité de temps que vous passez avec elles actuellement, et puis réalignez-les où elles doivent être selon qu'elles sont des personnes qui vous tirent plutôt vers le haut ou des personnes qui vous tirent plutôt vers le bas. Et si vous vous trouvez dans une situation toxique au travail, eh bien mettez en place les 3 stratégies que je vous ai proposées.